d'après ce que j'ai compris. Pour me présenter rapidement, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai une formation au départ donc de droit sur la question des sciences sociales. Et ça fait des années maintenant que je travaille dans le domaine de la médiation. Alors, je ne suis pas qu'un spécialiste, entre guillemets, de la médiation sociale. Je suis, pour me présenter, donc plutôt un généraliste, à la fois donc comme chercheur, puisque j'ai mené des recherches dans beaucoup donc de champs de la médiation, que ce soit la médiation pénale, la médiation familiale, la médiation scolaire. Donc, n'hésitez pas lors donc de la conférence de pouvoir donc me demander des précisions sur d'autres domaines peut-être que celui de la médiation sociale ou les connexions qui peuvent exister, notamment sur la médiation scolaire. Je suis où j'étais, parce que bon, je pratique un peu moins, médiateur dans une association qui existe toujours, que j'ai créée, qui s'appelle Amélie, Association Médiation Lyon. Donc, il m'a servi un peu, je pèse un peu mes mots en le disant, mais de laboratoire pour analyser justement les différents cas qui pouvaient arriver sur un quartier. J'étais sur le quartier donc des Minguettes à Vénissieux, et pour un petit rappel, vous savez, c'est malheureusement donc un des premiers quartiers où il y a eu des émeutes urbaines donc dans les années 81, et donc on a créé une structure de médiation dans ce quartier en 89, sachant qu'à 86 c'était à Lyon, dans ma propre ville, où j'ai mené donc ce travail un peu de pilote, un peu de création de structures de médiation avec des médiateurs qui étaient donc, qui sont toujours, puisque ça continue, des habitants du quartier, qui sont formés à la médiation. Actuellement, il y a à peu près 14 sites sur le Grand Lyon, pour vous donner une idée, et ils gèrent à peu près actuellement 7 au voisinage, que les problèmes de consommation que vous connaissez tous, que des problèmes aussi donc liés aux administrations. Voilà. Donc pour vous voyez une double casquette, à la fois donc de chercheur et puis aussi donc de médiateur. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir aussi j'aurai l'occasion d'y revenir aussi donc au cours de cette conférence, de vous présenter peut-être des cas que j'ai pu voir ou donc rencontrer, soit dans mon activité de médiateur ou dans mon activité de chercheur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en termes d'enseignant aussi, parce que je continue mon activité d'enseignement, si j'ai arrêté un peu ma fonction de médiateur au sens fort du terme, dans le sens où j'ai créé à Lyon, ça peut vous intéresser, puisqu'on parle souvent de VAE pour certains, un master, un diplôme universitaire de médiation et aussi un master de médiation. Sachez que, vous voyez, on va pratiquement donc dans la médiation, dans les métiers de la médiation, et j'y reviendrai, du CAP pratiquement jusqu'au master, et pourquoi pas un doctorat aussi. Donc j'enseigne à la fois en France, mais aussi donc en Suisse, puisque je suis responsable de programme à l'université de Genève sur un diplôme donc généraliste aussi de médiation. Voilà un peu pour me situer. Donc c'est pour ça qu'on aura l'occasion, et j'aurai l'occasion au cours peut-être de cette conférence, de revenir sur des points plus précis de mon activité. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Sandrine, si vous avez envie, alors, il se peut que peut-être, je n'ai pas toujours l'œil pour voir que si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, n'hésitez pas donc à intervenir, puisqu'on n'est pas très nombreux, on est 29 actuellement, donc si on respecte un peu si on a des questions courtes, par exemple, et moi, je tâcherai d'avoir des réponses aussi courtes, ce qui n'est pas toujours évident. C'est bon? Moi, je le vois, c'est bon. C'est bon. Oui, moi aussi, je le vois, c'est bon. Voilà. Bon, d'accord, merci beaucoup, donc c'est l'essentiel. Alors, je vais faire une petite présentation, donc, c'est pour ça que n'hésitez pas à intervenir. Je vais faire une présentation en 6 points, donc je vais quand même essayer de garder un peu de temps, mais j'ai peur que, compte tenu du nombre de diapositives, ce soit difficile. Donc, n'hésitez pas à chaque fois d'intervenir. Je passerai sur certaines diapositives qui ne me paraissent pas peut-être les plus importantes, et je resterai sur certaines, notamment sur les dernières pratiquement. Alors,
je ne vais pas reprendre parce que vous l'avez sous les yeux. Donc, l'idée, c'est de repartir. Pourquoi je parle d'un flou conceptuel? C'est pas lié simplement à la médiation sociale. On retrouve ça dans toutes les formes de médiation. Mais dans le cas de la médiation sociale, c'est vrai qu'il y a quand même quelques problèmes pour se retrouver un peu autour de la notion de médiation. Ensuite, passera rapidement là sur le contexte là, du renouveau de la médiation, parce que la médiation a toujours existé. Puis je me permettrai de vous faire parvenir, si certains d'entre vous sont intéressés, j'ai écrit un article récemment, donc je pourrais vous le faire parvenir, mais à la condition que, comme c'est un document qui est protégé, comme on dit, par des copyrights, de le garder de manière privée, de ne pas trop le diffuser, parce que normalement on n'a pas le droit, quoi, mais que vous puissiez l'avoir vous. Ensuite, donc, de voir les différentes formes de médiation sociale, puisque vous venez sur le grand test donc de différents domaines, comme j'ai pu le constater. Donc, il y a tout ce qui est lié, ce que j'appelle à la gestion des conflits, tout ce qui est lié à la logique de communication. On verra là, donc c'est surtout donc beaucoup de femmes relais, par exemple, qui ont ce rôle. Tout ce qui est lié à la logique de sécurisation. Et on terminera un peu sur des points qui, je pense, vous intéressera. C'est pour ça que je me permettrai de dire qu'on laisse un peu de temps peut-être au dernier point, sur cet essai de structuration et de professionnalisation de la fonction de médiateur social, qui me paraît important. Alors, sur le premier, je passe rapidement parce que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu lors de ma première venue dans le Grand Est. Et si vous regardez, je vais aller rapidement, si vous regardez la mode de gestion, parce que vous avez beaucoup de choses que vous vivez sur le terrain aussi, qui vont de la négociation, parce qu'on arrive souvent à négocier, et pour bien comprendre, il faut voir donc les flèches, communication coercitive et non coercitive, et on voit dans une négociation qui se passe le plus souvent, quand vous intervenez vous-même, vous pouvez discuter donc avec des personnes, vous-même, je parle en tant que médiateur ou en tant que citoyen, vous pouvez constater aussi que vous pouvez engager une négociation avec une personne sans qu'il y ait une coercition. Alors pourquoi je mets négociation collective disputée? C'est ce qu'on trouve le plus souvent, parce que là on sort un peu de la médiation sociale, dans les relations de travail où on a une partie, vous voyez, donc qui se retrouve avec une autre, l'employeur et les syndicats notamment, et qui essaie de trouver des solutions. Alors parfois la solution est équitable, c'est-à-dire qu'elle se situe à 2 points, ou éventuellement il y a une des parties qui impose à l'autre une règle ou un montant de salaire, par exemple dans le cas de la médiation salariale. L'affrontement, malheureusement, on le connaît bien un peu partout, que ce soit au niveau local avec les affrontements dans les quartiers, par exemple, entre individus, entre 2 locataires, par exemple, qui règlent leur conflit non plus par la parole, mais par le geste. On le trouve aussi au niveau international avec les guerres. C'est pour ça que souvent la notion donc d'un tiers qui doit apparaître donc ou qui doit jouer un rôle de tiers donc dans un conflit. Donc c'est clair, ces tiers on en trouve 3 au moins: le juge, l'arbitre et le médiateur. Alors pour le juge, vous le connaissez bien, donc on voit, il prend une décision coercitive, c'est-à-dire que le plus souvent, sauf quand il intervient en tant que conciliateur, où il faut quand même qu'il obtienne l'accord des parties, le juge donc prend une décision. L'arbitre, qu'est-ce que c'est? C'est un juge privé, c'est-à-dire que à partir du moment où on accepte qu'un arbitre puisse intervenir, ça peut être par exemple, on en trouve partout, y compris sur un terrain de football, on sait très bien qu'on ne peut pas contester la décision d'un arbitre. Si je prends l'image du football, on voit bien parfois que sur un terrain, dès que la décision de l'arbitre est contestée par des joueurs, il sort le carton rouge, donc expulsion. Pour la médiation, pour ça je voulais vous montrer ce petit ce schéma. On voit, vous voyez, c'est des pyramides inversées, c'est-à-dire que le médiateur n'a pas, et vous le savez bien, de rôle donc d'imposer une décision. Il doit tout faire pour que les parties trouvent une solution. Voilà, c'est simplement pour qu'on se mette d'accord un peu donc sur un vocabulaire commun. Alors, ce que j'appelle les activités de médiation, je crois que vous le constatez donc sur le terrain, il y a de plus en plus de tiers. C'est pour ça que j'appelais les appellations traditionnelles, c'est-à-dire les négociateurs, les conciliateurs, les médiateurs ont toujours existé. Et puis on voit depuis quelques années, notamment dans le cadre donc de la médiation sociale,
les facilitateurs, les adultes relais, les correspondants de nuit. Donc, on voit bien qu'il y a des nouveaux donc, tiers qui interviennent. Et c'est pour ça que, on va le voir tout de suite après, il y a des évolutions ou des revalorisations de fonctions traditionnelles. C'est-à-dire que, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de flou que l'on voit apparaître dans les définitions des fonctions, beaucoup de tiers, donc comme d'acteurs, comme les magistrats, les policiers, les assistantes sociales, se réclament aussi être des médiateurs. Tout à l'heure, je vous parlais de mon activité de recherche. J'ai fait une recherche avec police secours et beaucoup dans le cadre d'intervention de police secours. Par exemple, quand il y a un conflit indifférent dans une famille, entre un homme et une femme, par exemple, quand ils interviennent, ils jouent, entre guillemets, comme ils me disent, donc un rôle de médiateur, dans le sens où ils essaient de trouver une solution pour la nuit, pour éviter que, à nouveau, il y ait des problèmes entre l'homme et la femme, par exemple. Donc, il y en a toujours un qui quitte donc l'appartement, soit parce que les policiers accompagnent, par exemple, la femme dans sa famille ou chez une amie, ou où ils amènent l'homme, par exemple, donc s'il était, par exemple, ivre, en dégrisement. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours un peu un flou, parce que chacun se prétend être un peu, entre guillemets, médiateur quand il n'est pas dans des fonctions, vous voyez, d'autorité. Et c'est vrai que l'assistante sociale, souvent, se présente un peu comme un médiateur naturel entre les familles et puis les institutions, comme les caisses d'allocation familiale, par exemple. Et puis, il y a des revalorisations, pour certains, donc je l'avais indiqué déjà dans ma première conférence, des médiateurs techniques, comme son nom l'indique, ou du moins on pourrait commencer donc, comme son nom l'indique pas justement plutôt, quand on prend les deux termes, on s'aperçoit médiateur parce que il joue un rôle d'un tiers et technique parce qu'il y a une activité, et derrière cette fonction de médiateur technique se cache celle de gardien d'immeuble. Donc technique parce que bon, il y a toutes les activités du gardien, et médiateur parce qu'on va maintenant, les bailleurs sociaux commencent à demander à ces personnes de pouvoir donc gérer les conflits. Et médiateur écologiste, derrière cette fonction se cache, là c'était donc en Italie, j'avais vu ça, donc des personnes qui sont ce qu'on appelle communément des éboueurs. Donc c'est pour ça que le mot est utilisé, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de dire qu'on est gardien d'immeuble. Vous voyez le mot gardien ou éboueur, et on essaie de faire évoluer donc ces fonctions. En France, on parle par exemple d'ambassadeurs du tri. Vous savez, ces personnes qui vont expliquer comment on doit faire le tri collectif, etc. Alors, c'est pour ça que le point commun de ces nouveaux tiers qui interviennent, et je crois que c'est important parce que là-dedans aussi, on trouve les médiateurs, c'est que l'intervention est axée sur la communication, non pas sur les rapports de pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, le médiateur qui intervient dans les transports en commun n'est pas là pour contrôler les types de transport, il est là pour permettre une bonne ambiance, un peu entre guillemets, donc une sécurité donc dans les transports en commun. Et tout son travail, c'est d'essayer justement de gérer les conflits qui peuvent exister. Moi, j'ai pu le constater, par exemple, dans des bus ou dans des trains, entre des personnes donc des groupes de jeunes par exemple qui fument ou qui parlent trop fort, etc., de pouvoir donc calmer un peu les choses. Et leur travail, je crois que c'est important aussi, c'est de recréer un cadre de communication, c'est-à-dire que pour établir un lien social, c'est-à-dire que souvent les chauffeurs de bus, par exemple, on sent que, parce qu'il y a eu un problème avec un groupe de jeunes ou un jeune en particulier, parce qu'il n'a pas voulu présenter son titre de transport, il y a des tensions qui naissent entre eux. Et l'idée du médiateur, c'est de rétablir donc un cadre de communication entre le chauffeur de bus et puis le jeune ou la bande de jeunes, pour justement donc qu'ils puissent se parler à nouveau sans qu'il y ait des paroles qui soient donc de colère ou autre chose, ou des gestes éventuellement. C'est pour ça que cette idée de dire pacifier un peu la relation. Et le troisième point qui me paraît le plus important justement parmi les médiateurs surtout, c'est de favoriser l'autonomie des individus. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? L'idée, vous le comprenez bien, c'est d'aider ces personnes. Là, je prenais l'exemple du chauffeur de bus, par exemple.
c'est que ces personnes se parlent à nouveau et qu'ils n'aient pas besoin d'un médiateur. C'est pour ça que ces dispositifs, le plus souvent qui sont installés par exemple sur des transports en commun, ne sont pas des dispositifs pérennes. C'est-à-dire qu'une fois que la tension a été résolue et qu'il y a moins de problèmes entre le chauffeur de bus, par exemple, et donc les clients de la ligne, il peut repartir parce qu'ils seront peut-être capables de pouvoir gérer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème dans l'avenir avec peut-être d'autres personnes et d'autres problèmes, mais voilà. Donc, je continue toujours. Si on regarde cette fois les instances de médiation, puisque je parlais d'activité de médiation, c'est-à-dire que tout le monde, dès qu'on est tiers dans une relation, on peut jouer, entre guillemets, ce rôle de médiateur. Mais pour moi, ce ne sont pas des médiateurs. Et la posture de médiateur est importante. C'est pour ça que, et c'est pas toujours facile à faire respecter. Vous pouvez peut-être le vivre vous-même. Donc, il faut que ce soit un tiers indépendant, c'est qu'il apparaisse indépendant aux yeux des personnes qui le saisissent. Par exemple, si c'est un locataire, par exemple, qui saisit un médiateur, il ne faut pas qu'il soit assimilé à quelqu'un qui est proche du bailleur parce qu'ils vont penser qu'il n'était pas peut-être légitime pour intervenir et qu'il va dépendre, qu'il n'est pas, comme on dit, impartial, il n'est pas neutre. Et c'est pour ça que, des fois, pour déterminer l'agir communicationnel, donc c'est important, et je crois que pour vous, donc médiateur, c'est d'axer un peu sur cette notion de communication, je crois, parce que il n'y a pas, comme on le verra, de la gestion des conflits, il y a aussi beaucoup de liens à rétablir entre les institutions et les individus ou des groupes d'individus, et c'est pour ça que quand je dis qu'il faut créer un espace de discussion, c'est vrai que ça prend du temps aussi. Et puis, cet espace de discussion, il faut être légitime pour le créer. Il ne faut pas que, pour ça que la notion de tiers indépendant est important, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que vous êtes là simplement pour faire passer un discours qui est celui du discours de l'institution. Donc, il faut créer un espace de discussion où l'institution, le discours de l'institution doit être présent, mais aussi celui, éventuellement, des usagers, des services, etc. Une action en dehors de toute relation de pouvoir, paradoxalement, parfois, moi j'ai pu le constater dans mon activité de médiateur, qui n'est pas celle de médiateur social, médiateur de quartier, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les gens parfois le demandent en vous disant mais faites ceci ou faites cela. Alors ça peut être aussi bien du côté du bailleur, par exemple, que du côté du locataire, en disant demandez-lui cela. Tout votre travail, c'est de dire mais essayons ensemble justement donc de trouver une solution. Nous, on n'est pas là pour dire à l'un ou à l'autre comment il doit se comporter. Alors, ce qui est important, on le verra après, c'est le principe de la confidentialité des échanges. Et je crois que là-dessus, il faut être très, 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 très strict, notamment avec les jeunes, parce que ça, c'est une chose qui est, vous voyez, la confidentialité, c'est comme ça qu'on crée un climat de confiance. Et on va rechercher, je reviendrai un peu plus loin, un consensus. Et toujours, le point le plus important, tout ce travail de communication, c'est pour favoriser l'autonomie des personnes, c'est-à-dire que les personnes sont capables, justement, avec votre aide, de trouver une solution au conflit. Alors, là, vous avez, je vous montre le champ d'intervention, les espaces d'intervention. Le grand problème du médiateur social actuellement, et des médiateurs en général, mais du médiateur social dans ce domaine, c'est de savoir où il va intervenir. Et on s'aperçoit que c'est pour ça que je vous ai fait, vous voyez, on voit militant associatif, travailleur social, interprète, avocat, policier, juge. Et vous allez intervenir à chaque fois dans un espace qui est un peu contraint. C'est-à-dire que vous allez, certains, je prends des exemples pour illustrer ceci. Moi, je me souviens quand je voulais monter une instance de médiation de quartier dans un quartier, il y avait l'association de locataires qui disait, mais monsieur, on fait déjà ça. Donc, il fallait, vous voyez, trouver une autre place en leur disant, mais continuer à être une association de locataires, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est aussi, avec votre aide, donc peut-être avec des gens, des personnes qui voudraient se former de chez vous, de pouvoir intervenir aussi dans les conflits entre un bailleur et le locataire. Nous, on n'est pas là pour demander, vous voyez, le médiateur n'est pas là pour demander une augmentation du mois ou une baisse des loyers ou autre chose, quoi. Donc, c'est pour ça. De la même manière, le travailleur social, il faut trouver sa place aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, à un moment donné, se substituer au travailleur social, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'eux considèrent qu'à un moment donné, moi, j'ai quelques vidéos où on voit donc des médiateurs sociaux remplir les dossiers des personnes, etc. Et certains travailleurs sociaux, donc, le vivent assez mal, le vivent comme une concurrence un peu de leur propre travail.
L'interprète, c'est la même chose pour par exemple, les femmes relais qui jouent un rôle d'intermédiaire entre un médecin, par exemple, et donc une famille primo-arrivant qui a du mal à s'exprimer en français. Et vous avez les interprètes qui disent, mais attendez, nous, on est payés pour faire ça, c'est notre compétence, ils n'ont pas joué ce rôle-là. Pour les avocats, certains disent, mais attendez, s'ils font de l'accès au droit, s'ils donnent des informations, donc attention aussi. Le policier, mais attendez, nous, quand il y a un conflit sur un quartier, c'est à nous d'intervenir, c'est pas à eux. Donc, vous voyez, et le juge, de la même manière, attendez, c'est nous qui devons trancher les problèmes, c'est pas à vous. C'est pas des vues de l'esprit, ça, parce que si je prends un autre domaine, c'est pas lié au domaine de la fonction du médiateur social. Si on prend la médiation scolaire, je me souviens au cours d'une université d'été où j'avais invité donc un directeur d'école et puis un procureur et un policier. Et vous savez, donc, le vol, par exemple, au moment du bac des calculettes pose problème parce que le directeur disait, bon, on a trouvé des solutions à l'interne. Et puis, le procureur qui avait attendé, c'est un vol, vous auriez dû le signaler normalement donc auprès de la police, etc. Et auprès du parquet, vous n'avez pas intervenu là-dessus parce que c'est un vol. Vous disait, oui, mais non, c'est peut-être pas toujours un vol parce qu'ils ont fait un prêt. Alors, je me rappelle le principal, là, à l'époque, où le proviseur, plutôt c'était un lycée, le proviseur disait, mais c'est un prêt un peu prolongé. Il disait, non, non, mais on présente, non, c'est un vol. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, toutes ces professions traditionnelles qui existent se sentent remises en cause un peu, à la fois dans leurs compétences et dans leur domaine d'intervention, par les médiateurs. Et c'est pour ça que la légitimité du médiateur, pour qu'il soit légitime à l'égard de ces différents intervenants sur le terrain, n'est pas facile et qu'il faut prendre du temps justement pour expliquer à chacun que vous n'allez pas vous faire un travail d'avocat, ni un travail de policier, ni un travail social. Et c'est pour ça que trouver sa place en tant que médiateur social, comme pour les autres, pour la famille aussi, c'est pas évident. Alors, c'est pour ça que je disais ces points communs, j'y reviens donc, c'est les points communs et différents de ces nouveaux tiers, c'est les 3 points que j'avais soulignés tout à l'heure. Alors, le point le plus important, c'est pour ça que je vais y revenir, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un processus de communication. Je crois qu'il faut que vous restiez là-dessus. Vous, c'est essentiellement ça. C'est pour ça qu'il faut que vous considériez que les personnes que vous avez avec vous, même si souvent donc elles-mêmes donc considèrent qu'elles vont pas arriver à résoudre leurs problèmes ou à entrer en contact avec telle institution ou parce que elles disent qu'elles ont essayé et qu'elles n'y sont pas arrivées, il faut que vous les considérez comme des acteurs à part entière, c'est-à-dire que vous allez les aider à apparaître justement comme un acteur à l'égard des autres personnes, quoi. Et c'est ce que j'appelle l'intercompréhension, c'est-à-dire que pour qu'une médiation puisse fonctionner, que ce soit en communication comme en gestion des conflits, il faut que l'une et l'autre comprennent un peu les contraintes qu'ils peuvent avoir. Si je prends sur un locataire, par exemple, et puis un bailleur, sur un problème, par exemple, de facture d'eau, il y a tout un travail à faire parce que peut-être qu'il y a une augmentation qui peut se justifier du fait qu'il y a des travaux qui ont été effectués et qu'il faut remettre une taxe ou autre chose et que ça va augmenter, mais l'expliquer. Et souvent, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne voient qu'une augmentation, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Et moi, j'ai pu constater à un moment donné, le fait de passer par la médiation permet de légitimer presque un discours, c'est-à-dire que on peut expliquer, on prend du temps, c'est pour ça que l'espace de discussion que je parlais tout à l'heure est important, c'est qu'on est dans quelque chose où on va comprendre pourquoi il y a cette augmentation. Le climat de confiance, et c'est pour ça que les deux parties qui, quand elles sont en conflit ou quand il y a un manque de confiance parce qu'on a peur, par exemple, de la police ou autre chose, le fait d'avoir confiance dans le médiateur, si, par exemple, le bailleur social a confiance dans le médiateur et le locataire aussi a confiance dans le médiateur, on peut à ce moment-là rétablir à nouveau ou créer un climat de confiance entre eux. Et puis, bien sûr, sur un mode consensuel de la gestion des conflits et une gestion différente de la temporalité, c'est que malheureusement, la médiation, ça prend du temps, quoi. C'est vrai qu'une intervention policière, c'est rapide, etc., comme pour le juge, du moins, bon, si on enlève les délais, je veux dire, mais le travail de discussion avec les gens, ça prend du temps. Alors, c'est pour ça que je parle d'un rituel. Alors, il faudrait que la médiation, si je parle de rituel, c'est-à-dire qu'il faut que ça devienne quelque chose qui soit presque naturel.
Si on parle d'un rituel, on parle souvent des rituels, par exemple, de politesse, des rituels d'autre chose, je reviendrai. Alors, pourquoi je parle des constructions, reconstructions, c'est que dans un premier temps, il faut que chacun, il y a ce que j'appelle la phase de séparation. Il faut que chacun, donc, permette donc d'exprimer ce que j'appelle ces dissensus. C'est-à-dire qu'on fait le positionnement de chacun. On exprime ses positions, chacun l'exprime, comme ça, au moins l'un et l'autre sont au courant de ce que veulent l'une et l'autre des parties. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça l'expression des dissensus. C'est dans un premier temps, de chercher le consensus, il faut que le bailleur et puis le locataire puissent exprimer donc ce qu'ils ont à dire. Et on fait une phase de reconstruction, c'est pour ça que j'appelle ça l'échange réparateur. Et je crois que c'est important, c'est pas de moi, c'est de Goffman, et je crois l'avoir déjà dit lors de ma première conférence, mais l'idée de l'échange réparateur, c'est, je prends toujours cet exemple parce que je crois qu'il est assez parlant. Quand vous montez, par exemple, ou quand je monte dans un bus ou autre chose, vous savez, vous montez un peu rapidement, et puis vous avez une personne derrière aussi qui monte derrière vous tout aussi vite, et puis qui vous bouscule, quoi. Et vous avez tendance, en tout cas moi, si je réagis un peu comme ça, je suis très latin, donc à me retourner presque, vous voyez, après à riposter parce que je me sens agressé. Et si la personne en même temps me dit excusez-moi, je dis je vous en prie. Donc vous voyez, il y a un échange réparateur qui fait qu'à un moment donné on en reste là, puisque donc c'est pas une agression, bon, il s'est trompé, il vous a bousculé, mais il l'a pas fait exprès. Et le fait de dire donc excusez-moi permet cet échange réparateur. C'est pour ça que c'est à partir de là qu'on peut rechercher une solution consensuelle basée sur l'intercompréhension. Il faut pas que l'un impose à l'autre le point de vue comme on l'a vu dans la négociation tout à l'heure. Il faut essayer de trouver quelque chose qui correspond à ce qu'on appelle un peu, vous voyez, intercompréhension, ça veut dire compréhension mutuelle. Il faut comprendre le point de vue du bailleur comme comprendre le point de vue du locataire. Voilà. Alors, je termine simplement là-dessus, donc, c'est les définitions. Pourquoi je dis un flou conceptuel entretenu? Parce que la définition du séminaire de Créteil qui a été donnée de la médiation m'apparaissait assez, comment dire, assez claire, mais on voit que dans la pratique, il y a des confusions sur l'activité des médiateurs sociaux. C'est-à-dire que dans les missions assignées, parfois les médiateurs ont du mal à se retrouver dans ce qui est demandé. Parfois, certains maires ou certaines collectivités ou certains donc bailleurs, par exemple, peuvent demander des missions qui ne sont pas donc du tout assignées. Je prends un exemple que j'ai pu vivre moi aussi, du moins pas moi directement, mais des médiateurs de quartier. Le maire un jour leur avait dit c'est bien que vous soyez là, j'ai des personnes qui me sollicitent parce qu'elles ont peur d'aller à la poste pour retirer de l'argent. Est-ce que vous pourriez les accompagner donc à la poste pour qu'elles se sentent en sécurité? Et le médiateur avait dit non, mais écoutez, moi c'est pas dans mon actif médiateur ça, mais en revanche, moi en tant que citoyen, je veux bien, vous voyez, l'accompagner. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à un moment donné que dans les missions qui sont assignées, qu'on ne fasse pas faire n'importe quoi aux personnes, notamment aux médiateurs. Et puis dans les réponses aux besoins de pacification sociale, il est vrai que ce rôle est plus ou moins rempli par les acteurs traditionnels. On sent bien les magistrats, les policiers, les travailleurs sociaux dans les quartiers débordés, et on va envoyer en première ligne donc ces médiateurs sociaux dans la mesure où ils ont peut-être encore une certaine confiance de la population. C'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a vraiment un besoin de pacification sociale qui est donc existant et qu'il est nécessaire justement de pouvoir donc mettre en œuvre, quoi. Alors, il y a un contexte particulier. C'est vrai que moi, pour expliquer ce renouveau et puis votre place en tant que médiateurs sociaux, soit pour gérer des conflits ou pour établir le lien, il y a des crises. C'est pour ça que je les passe rapidement. C'est pour vous montrer la diversité. C'est pour ça qu'il y a une certaine diversité aussi dans les interventions. Il y a une crise d'institution judiciaire, c'est-à-dire que on voit bien que maintenant, dès qu'on a un problème, aller au tribunal, même pour un problème de consommation ou un problème de litige locatif, ça prend du temps et c'est un coût. Dans le passé, je le dis souvent, beaucoup de conflits étaient gérés par la famille, l'école, l'entreprise. Actuellement, c'est remis en question. Il y a une crise économique qui crée quand même donc des problèmes avec le chômage, de pauvreté, et donc des problèmes bien sûr latents. Il y a tous les problèmes, parce que je crois que parmi ceux qui sont inscrits, il y a d'accompagnement des migrants.
donc la crise migratoire, qu'il y a des problèmes d'accueil, des problèmes culturels qui se posent. Et puis je terminerai simplement là-dessus parce qu'il faut montrer que vous voyez, c'est vraiment global, hein, que c'est pas simplement la médiation, c'est pas une technique. Hein. On voit bien c'est un mode de régulation parce qu'il y a une crise actuellement d'un système de régulation sociale. Et on voit bien que les canaux traditionnels comme le politique, avec l'abstention, le syndicalisme qui est en baisse, le mouvement associatif, on a besoin actuellement de nouveaux tiers ou de nouvelles structures. Et la crise d'un système normatif, on va avoir aussi parce que il y a des multiplications de textes, les gens sont perdus, c'est pour ça que souvent ils sollicitent les médiateurs pour s'y retrouver, les lois sont complexes, etc., on ne s'y retrouve plus, et donc il y a un travail, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un travail, entre guillemets, donc de gestion de conflits, il y a aussi tout un travail d'accompagnement des personnes, notamment dans ces institutions où ils ont du mal à s'y retrouver parce qu'ils ont des problèmes simplement linguistiques à un moment donné ou de connaissance des textes. Je passe rapidement là-dessus. Et puis, ce qui me paraît aussi important, et c'est pour ça qu'il faut que vous le mettiez en avant, c'est l'apparition d'une nouvelle conflictualité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce qui était central, c'était les conflits du travail. Maintenant, on s'aperçoit, on le voit bien avec les émeutes urbaines, c'est tous les problèmes d'intégration sociale, hein, de nouveaux conflits, et puis des problèmes de socialisation. En un mot, comme on le dit, c'est comment le vivre ensemble. Et c'est pour ça que ces nouveaux conflits, ils sont liés à l'exclusion sociale, à la précarisation et la fragmentation des sociétés. On est dans des sociétés fragmentées. Et c'est Touraine qui disait comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer entre nous, hein, comment on va vivre ensemble. Et il y a tous les conflits qui sont liés à la qualité de la vie. Hein, bon, on ne va pas revenir là-dessus. L'égalité des droits, la réalisation individuelle de soi, l'identité sociale aussi, comment on se construit. Et on voit l'évolution des formes de conflits. Quand on ne répond pas donc à ces conflits, eh bien on voit les émeutes. Hein, et puis dans tous les pays, hein, c'est pas propre à la France, quoi. Je passe rapidement pour avoir le contexte. C'est pour ça que là on revient. Et puisqu'on est dans l'état des lieux, moi bien sûr vous aurez le PowerPoint, hein, donc Sandrine vous le fera parvenir. Simplement, je voulais vous montrer où vous vous situez parce qu'il peut y avoir aussi des logiques. On n'aura pas le temps de voir l'ingénierie de la médiation, mais sachez que moi, je trouve que parmi les médiateurs donc sociaux, il y a un travail qui pourrait être fait, c'est de former les habitants. Je vous dis deux mots là-dessus simplement parce qu'on ne va pas y rester, ce qu'on appelle les médiations du quartier parajudiciaire et municipales. Et c'est une logique d'intégration sociale. Sachez que ça existe. Et c'est pour ça qu'une des premières, c'est en 85 à Valence, c'est une municipalité, celle de Valence et le parquet, pour lutter contre le sentiment d'insécurité puis recréer donc un tissu social dans les grands ensembles, ils ont fait appel à ce qu'ils appellent des bénévoles. C'est pour ça que moi, je n'oppose pas professionnels et bénévoles. Ces bénévoles sont encadrés par des professionnels. Et je trouve que dans les fonctions de médiateurs, on le voit évoluer. Moi, je m'aperçois que certains médiateurs sociaux maintenant interviennent dans les écoles, y compris pour, j'ai pu le voir dans certaines villes, notamment à Lyon, pour former des élèves à la médiation. Donc, c'est un travail, vous voyez, d'ingénierie, ce que j'appelle. Donc, on voit bien que vous pouvez éventuellement, dans l'évolution de vos compétences, le proposer en disant, on peut faire un travail spécifique. Là, ça demande une formation particulière, mais que vous pouvez toujours demander, hein, puisque vous êtes dans un cursus aussi qu'on peut, comme on dit, hein, tout le monde est en formation continue. Et c'est pour ça que l'idée d'avoir des habitants qui peuvent donc se former à la médiation, encadrés par des médiateurs comme vous, et sur des conflits qui sont quand même moins importants, et quand ça touche par exemple des groupes de locataires ou des groupes de jeunes, etc., on ne va pas envoyer des bénévoles, vous comprenez bien. Et c'est pour ça que simplement, ils exercent ça donc d'une manière en binôme, et ils utilisent souvent donc les rencontres. Là, on est vraiment dans des conflits, c'est pour ça que je reste là-dessus, et avec des conjoints. Ils gèrent très peu d'affaires, c'est moins d'une centaine par an, donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose encore qui est très développé, et c'est, comme je l'indiquais, un contentieux du quotidien, c'est-à-dire que c'est des conflits de voisinage le plus souvent, comme aussi en matière pénale, les risques entre automobiles. Et vous voyez, c'est entre 60 et 70% de réussite, avec un délai de traitement, vous voyez, inférieur à 6 mois. Hein, c'est quand même plus rapide que la justice, mais ça prend du temps, ce qui montre bien que la médiation, c'est pas simplement, vous voyez, une rencontre, c'est souvent donc plusieurs rencontres. Dans le cas, je vous parle bien de la gestion des conflits.
Et puis, il y a une autre médiation de quartier ou communautaire qui est une logique de réappropriation. Là, c'est l'association que je vous parlais. Là, c'est le mouvement associatif. C'est-à-dire, tout le monde peut le faire. Mais ça peut être aussi, je vous dis, des médiateurs sociaux où on prend aussi, donc, logique de bénévolat, ne pas former des professionnels à la médiation, mais de recréer des lieux de socialisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des habitants qui, à un moment donné, donc, comme ils sont dans le quartier, se retrouvent et travaillent ensemble. Moi, je vois qu'il y a des instances de médiation, ça fait 10 ou 15 ans qu'ils sont ensemble et ça recrée une petite structure où les gens se retrouvent. Et parfois, j'avais vu, par exemple, des habitants qui disaient avoir ces gens dans les quartiers, ça nous rassure parce que si un jour on a besoin de quelque chose, on sait où aller ou frapper à la porte. Et c'est pour ça que ces médiateurs sont choisis en tenant compte l'ensemble des nationalités et ils doivent devenir des traits d'union entre elles. Ne prenez pas l'existence de ces médiateurs comme des concurrents, vous voyez. Ne faites pas comme les médiateurs, du moins les acteurs traditionnels aussi, qui vous vivent, vous, médiateurs sociaux, comme des concurrents. Moi, je crois que c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement, si vous avez envie de le faire, que vous pouvez faire dans les écoles comme dans le quartier pour aider justement à l'intégration. Alors, le souvent, ce sont des formations courtes, d'une trentaine d'heures, vous voyez, ce ne sont pas comme vous, des formations longues, et ils gèrent, vous voyez, un nombre limité entre 30 et 50 d'affaires, ce n'est pas le plus important. Alors, je vous citais donc la création d'un réseau d'accès au droit à la médiation, mais il est très peu développé si on compare par rapport aux États-Unis. Ensuite, on quitte, vous voyez, les conflits, donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, j'arrive aux logiques de communication. Là, c'est plus le conflit qui est important, c'est l'établissement ou le rétablissement de la communication. Et c'est vrai que, là, c'est pour ça que je fais cet état des lieux, pour montrer que, vous voyez, ça se fait en parallèle. Paradoxalement, on a différents types de médiation qui sont créés au cours des années sans qu'il y ait eu des liens entre eux. Là, je prends les femmes relais, vous voyez, c'est à la fin des années 80, je cite les villes, pour Montfermeil et Clichy, et là, on était vraiment dans quelque chose où il n'y a pas de conflit évident, mais plutôt d'essayer de recréer donc des liens entre les institutions. À l'époque, c'était des PMI, des centres PMI, protection maternelle et infantile. C'est un médecin qui avait mis ça en place, vous voyez, parce qu'il se rendait compte que ces familles, il n'y avait pas de suivi qui était fait et les enfants en souffraient. Et donc, ces personnes, comme son nom l'indique, jouaient ce rôle de relais. Donc voilà, c'est là devenu les adultes relais, comme vous le savez. Et à l'époque, le recrutement était basé non pas sur des prérequis liés à une qualification, mais ce qu'on appelait les compétences intégrées. C'est-à-dire qu'on considérait qu'on allait mettre en place un savoir qu'on avait acquis sur le quartier ou par les connaissances qu'on avait des cultures ou des codes de ces personnes et issus de leur parcours de vie, parce qu'ils étaient passés par là aussi, s'ils avaient vécu la même chose, et donc ils pouvaient aider ces personnes à pouvoir justement donc s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on voit des évolutions. Au départ, le recrutement se faisait un peu comme ça, c'est-à-dire on prenait des personnes. Maintenant, vous voyez bien que, y compris dans le statut d'adulte relais, il est prévu des formations et on a des évolutions, mais plus dans la même logique. C'est pour ça qu'on a cette logique de professionnalisation et de structuration de cette fonction. Et on est avec, vous voyez, l'utilisation à l'époque des contrats aidés, les emplois solidarité, etc. Et il faut attendre quand même, vous voyez, en 97 pour qu'on voit un premier référentiel. C'est là que, autour de la notion de médiation sociale et culturelle, je crois que c'est important parce que cette activité, justement, qui n'est pas liée directement à la gestion des conflits, il est nécessaire d'y réfléchir parce que au départ, la médiation, c'est pour ça que je commençais par ça, c'était lié à la gestion des conflits. Et petit à petit, et puis on l'a vu dans la définition qui a été donnée à Créteil en 2000, donc de la médiation sociale, c'est aussi recréer le lien social. Alors là aussi, c'est un peu vague, qu'est-ce qu'on appelle le lien social? C'est pour ça qu'il faut donner de la substance et cette idée de professionnalisation, moi, je trouve que c'était une bonne chose, parce que on n'est pas dans le bénévolat, on n'est pas dans la socialisation, on est dans la régulation des conflits. Et là, on a besoin de professionnels. Et c'est pour ça qu'à partir de 2006, donc, il y a eu tout un cursus de formation qui a été donc mis en place. Et c'est pour ça que je parle de véritable technique de formation professionnelle, alors que bien sûr, qui se met en place, c'est jamais simple dès le départ. Et n'oubliez pas aussi la VAE. Pourquoi je vous le dis? Parce que souvent, donc, certaines personnes qui sont dans des fonctions de médiation sociale n'ont pas toujours les diplômes requis
pour entrer par exemple à l'université, hein, sur un diplôme universitaire ou autre. Et je trouve dommage parce que elles ont accumulé au cours de leur vie professionnelle, hein, ou de médiation, donc aussi un savoir-faire qui est vraiment, qui est pas simplement empirique, hein, qu'elles ont réussi un peu entre guillemets donc à théoriser pour elles-mêmes. Et je trouve dommage que on puisse pas à travers les VAE justement avoir de permettre à ces personnes tout doucement de rentrer. Donc sachez que, y compris sur un plan universitaire, vous avez toujours cette possibilité par la VAE, hein, de faire reconnaître cet acquis d'expérience que vous avez et d'accéder pas simplement à des fonctions de médiation dans le domaine social, mais aussi, du moins, de médiateur social, mais aussi dans d'autres cadres donc de médiation. Alors, les deuxièmes aussi, ce que je veux dire, c'est les PIMS aussi, parce que pourquoi eux, je les ai pris? Parce que c'est là aussi, là, je serai un peu critique à l'égard des PIMS, ils sont ceux qui sont nés à Lyon. L'idée, c'est de favoriser les relations entre les entreprises et les usagers. Hein, quand il y a, alors, au départ, c'était ça. Donc là, ils ont bien sûr élargi, notamment sur les difficultés de paiement. Et puis, on voit maintenant qu'il y a plus une intégration professionnelle. Le premier en 95, comme je le disais, du PIMS à Lyon. Et on voit qu'il y a de plus en plus maintenant, notamment sur le numérique, on sent qu'il y a un fossé numérique qui se crée, comme on le dit, et les PIMS jouent un rôle important, justement, et je trouve que c'est une bonne chose. Ils se développent pas simplement dans les quartiers, parce qu'au départ c'est ça, maintenant on voit des PIMS, y compris dans des villes moyennes, parce qu'on est dans quelque chose où il faut, en raison du départ des services publics, on n'a plus donc tel service public, on n'a plus la poste, on n'a plus par exemple les finances, etc. Et les PIPS jouent un peu ce rôle-là. Donc on voit bien que c'est un rôle de lien, hein, d'intermédiaire, donc lié au quartier dans les grandes métropoles. Et donc en 98, il y a eu donc une création de l'Union nationale des PIMS qui a vraiment établi un contrat de franchise, hein, comme des franchisés, en 2006. Et c'est pour ça qu'ils ont des multiples activités. Et quand je parle de flou conceptuel, on le retrouve, hein, on ne voit pas bien par moment, ils donnent beaucoup d'informations, ils aident, comme je l'indiquais au salon, on voit quand même qu'il y a ce que j'appelle des limites à l'impartialité. Hein, ça concerne, on se peut se poser la question de savoir, vous voyez, je me mets à la place des usagers, des fois, ils sont financés par des entreprises, est-ce qu'ils ne sont pas des relais des entreprises justement pour pouvoir obtenir le paiement des amendes ou autre chose? Le financement dépend aussi de ces entreprises et on sent, vous voyez, que la notion d'impartialité quand même n'est pas toujours respectée et c'est pour ça que beaucoup de médiateurs non sociaux, mais les autres, par exemple, médiateurs familiaux, médiateurs d'entreprise, critiquent un peu les médiateurs sociaux en disant, regardez, c'est pas pour ça que moi je préfère partir de la réalité et aller vers une évolution de ceci, sans garder, bien sûr, garder sur l'aspect critique, mais de faire évoluer la fonction. Ok. Voilà, donc je viens un peu, parce qu'on va reprendre ça d'une autre manière ici avec les logiques que j'appelle de sécurisation. Moi, ce qui me gêne actuellement, c'est qu'on a dans les différents types de médiation, il y a tout ce qui relève un peu de la gestion des conflits, tout ce qui est de la communication, puis tout ce qui est de la sécurisation. Je passe rapidement parce que on est dans quelque chose, vous savez, je crois que c'est important un peu de voir l'histoire parce que on voit les progressions quand même. On n'est plus comme en 90 avec l'histoire des grands frères, etc. Et cette idée de lutter un peu contre l'insécurité, j'en reviens un peu parce que ça fera un peu une synthèse de ce qu'on vient de voir. La fonction, là on est dans le cas de la sécurisation, hein, mais si on prend les autres fonctions aussi, j'aurais pu faire la même diapositive. Souvent, quand on demande à ces personnes de se définir, c'est pas propre au médiateur social, c'est comme les autres. Hein. On dit on n'est pas policier, on n'est pas avocat, on n'est pas juge. Là, de la même manière, on dit ni policier, ni contrôleur, ni agent de sécurité, mais des jeunes dont l'action repose sur la prévention. C'est pas moi qui le dis, hein, j'ai repris, donc tout ça j'ai mis entre guillemets, donc dans un rapport de recherche. Vous voyez, il n'y a pas une définition entre guillemets positive, on fait plutôt par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il faut trouver sa place par rapport aux autres, parce qu'on n'a pas je parle pour le public, n'ont pas une vision précise
de ce qu'on attend du médiateur. Hein, on attend tout pratiquement. Et c'est vrai qu'on leur donne un rôle de dialoguer avec les jeunes pour instaurer de bonnes relations, de réguler les flux, d'assister les voyageurs. Et c'est pour ça que je termine en disant qu'on a une difficulté pour définir l'identité de ces nouveaux tiers, hein, qui recoupe aussi bien les activités des agents de sécurité, des personnes chargées d'information. On voit qu'à chaque fois, on a une certaine difficulté. C'est pour ça que moi, je distingue bien les diplômes des pratiques. C'est-à-dire qu'on peut former des gens à une activité, mais on s'aperçoit qu'après, dans la pratique, ils ont d'autres missions ou d'autres actions qui sont obligés de monter, qui sont obligés pratiquement ou de bricoler un peu des interventions. Et quand on est dans ce cadre-là, c'est pour ça que je cite un peu les correspondants de nuit aussi, hein, les réseaux des villes correspondants, on voit qu'il y a toute une structuration qui se met en place avec des structures comme Proméville, même avec l'expérience des messagers qui a donné lieu donc à des formations et à la création de professions. Et on est bien dans des fonctions là, plutôt de sécurisation, de pacification des relations. On n'est plus dans la gestion au sens strict des conflits. Et c'est pour ça que j'aimerais continuer un peu sur la structuration. On s'aperçoit qu'il y a une charte quand même hein, qui existe, on ne part pas de rien. Ce qui me gêne un peu, c'est que là je prends un peu, j'ouvre un peu, hein, parce que c'est pour ça que c'est important d'avoir cet état des lieux, j'ouvre un peu en montrant qu'on est dans quelque chose où chaque champ de médiation a sa propre charte. On a la charte de la médiation familiale, on a celle de l'entreprise, on a celle de la médiation sociale, mais on ne voit pas les points communs qui existent entre ces différents médiateurs. Et c'est pour ça que ce qui est un peu gênant, c'est que chacun présente dans son domaine avec ses spécificités, sauf qu'on reproduit dans ces différents domaines les fonctions traditionnelles qui étaient autrefois faites par la médiation familiale et sciences sociales. Dans le cadre-là, donc par exemple, puisqu'on est dans la médiation sociale, on est dans quelque chose où parfois on est proche de la sécurité. Et c'est pour ça que on voit apparaître quand même des nouveaux concepts, hein, cette notion de tranquillité publique pour les médiateurs sociaux, qui recoupe une partie simplement de leur fonction, hein, ce que j'appelle sécurisation, mais pas celles qui sont liées, par exemple, à la communication, par exemple, avec les femmes relais. Donc, hein, on n'est pas dans la même. Et c'est pour ça qu'il y a quand même, c'est pour ça que je dis bien, élaboration des programmes de formation diplômant allant du CAP hein, aux techniciens médiation service. Et on voit se développer donc hein, les VAE et tout, donc on voit bien qu'il y a une reconnaissance. Mais ce qui me gêne, moi, c'est pour ça que je voulais terminer un peu là-dessus, pour engager un débat avec vous, même s'il nous reste à peu près 10 minutes. Il n'y a pas une. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a, en tout cas, ce que je constate, hein, moi, sur tous les champs de la médiation, il y a absence de formation commune. Vous voyez, les diplômes d'État de médiateur familial, ils ont toutes les structures qui vont faire de la médiation familiale vont reprendre le même programme. Et là, on a pratiquement diversité des programmes en fonction des catégories de médiateurs. Et c'est pour ça que ça me gêne un peu. Et puis, la dernière aussi, c'est qu'il y a une difficulté de pérenniser les dispositifs de médiation parce qu'il y a une précarité des organisations de médiateurs et une précarité des médiateurs. Souvent, on dit, c'est pas votre métier, vous pouvez toujours après évoluer vers un métier de contrôleur, par exemple, pour les transports ou de chauffeur, etc. On ne voit pas actuellement, et surtout pour les médiateurs sociaux, peut-être un peu moins pour les autres, de cursus qui permettrait à des personnes, vous voyez, de pouvoir continuer, je ne veux pas dire toute leur vie, mais qu'ils aient un plan, vous voyez, qui puisse progresser dans cette fonction de médiateur, parce qu'on peut retrouver, par exemple, dans d'autres structures. Et en conclusion, c'est pour ça que moi, il y a une interrogation qu'il faut avoir sur pourquoi aussi les autorités, moi je constate que l'État s'est beaucoup investi donc dans le développement des dispositifs de médiation, de type médiation sociale, et un peu moins ce qu'on appelait la médiation de quartier. On est vraiment sur des logiques instrumentales, c'est-à-dire comment rétablir un peu hein, la tranquillité publique, pour ne pas dire la paix publique, au détriment de logiques plus communicationnelles, c'est-à-dire la médiation par les habitants. Je trouve un peu dommage que cette médiation soit abandonnée parce que moi, je crois que si on veut reconstruire un tissu social, il faut aussi impliquer les habitants, pas simplement les médiateurs sociaux. Et je crois qu'une activité du travail de médiation sociale, notamment, on y reviendra peut-être un peu plus tard, sur ce que j'appelle moi l'ingénierie, c'est-à-dire former des médiateurs sociaux à ces activités d'ingénierie
pour former les habitants, par exemple, et encadrer les habitants dans ces activités de médiation de quartier ou scolaire. Et ça commence à se faire. Moi, j'ai vu des étudiants que j'avais formés en master de médiation qui ont été embauchés par des structures de médiation de quartier, des structures de médiation sociale et qui ont une activité, ils ont développé, ils ne font pas que ça, mais ont développé une activité de formation à l'égard et former des médiateurs, donc élèves. Donc, on voit bien qu'il y a des évolutions. C'est ce qu'on appelle un peu de l'ingénierie. Alors, quelques critiques quand même, hein, parce que sur la médiation sociale, certains disent, et je vous dis, cache pas, que la médiation sociale ne relèverait pas du champ de la médiation. C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui se ferait. Alors, ils n'ont pas entièrement tort. Hein, il y a certaines parties qu'on pourrait donc évoluer. Moi, je dis c'est un champ en construction. Donc, petit à petit, quand on regarde au départ ce que c'était et ce que c'est devenu, moi, je trouve qu'il y a des progrès qui ont été faits. Et toujours donc dans les critiques qui sont faites, c'est pas de moi, c'est de Hughes, un sociologue donc américain qui disait non, les gens ne veulent pas faire le sale boulot, on va le faire par ces nouveaux acteurs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller sur le terrain, on a du mal à gérer. Moi, je vois par exemple sur un problème à un moment donné dans les bibliothèques où les documentalistes avaient du mal à gérer, par exemple, dans les médiathèques, des groupes de jeunes qui venaient donc à la médiathèque sur les appareils et qui disaient qu'il faudrait créer donc des postes de médiateurs pour que ces personnes donc puissent gérer ce type de conflit ou ce type de problème avec ces jeunes. Et c'est vrai que le plus souvent, on voit quand même que ces médiateurs sociaux par rapport à d'autres, hein, mais c'est aussi le statut de tous les médiateurs. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les médiateurs sociaux. C'est une situation de précarité quand même. C'est-à-dire qu'on voit une grande difficulté pour que les gens, je ne parle pas des médiateurs simplement sociaux, mais aussi des médiateurs familiaux en entreprise, on s'aperçoit quand même que ce n'est pas encore quelque chose qui est très développé et souvent, c'est une activité accessoire à d'autres. Et là, on est dans des situations aussi où on a de faibles perspectives de carrière et souvent c'est des dispositifs d'insertion. C'est un peu les limites, je veux dire. Mais c'est pour ça que je dis bien que c'est une partie des critiques qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre qu'à un moment donné, c'est pas facile de mener ce travail parce qu'il y a des gens qui vont vous critiquer et d'autre part quand même que ça vaut le coup quand même. C'est pour ça que moi je m'investis beaucoup dans ce cadre-là et je suis pas le seul. Hein, je terminerai à la fin pour vous indiquer que on pourra continuer ce débat qu'on a parce que vous savez qu'actuellement c'est la semaine internationale du 10 au 17 au niveau international de la médiation et qu'il y a de plus en plus, et d'une certaine manière on en fait partie, des webinaires ou des conférences qui sont données et notamment donc je laisserai tout à l'heure donc les coordonnées d'un webinaire qui aura lieu aussi au niveau donc européen avec des interventions aussi de médiateurs donc de différents pays et moi je peux que vous encourager à venir continuer une discussion donc avec ce webinaire donc fait par une association donc européenne. Voilà, il reste, excusez-moi parce qu'il reste que 5 minutes et c'est peut-être pas la. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, s'il vous plaît? Je me permets de vous donner, je vais montrer un partage d'écran, un web. Si ça vous intéresse, il faut faire une capture d'écran. Si j'arrive pas à l'ouvrir, je vais aller. Attendez, excusez-moi, je vais ouvrir le document. Je vais faire un partage d'écran. Voilà, vous avez, si jamais vous pouvez faire une capture d'écran, vous avez l'inscription et le programme. Donc, voilà, vous avez à la fin, donc vous pouvez vous aller sur le site et puis vous inscrire. Ici, vous avez donc les références, quoi. Voilà. Donc, je vais revenir quand même à si vous avez des questions à poser. Est-ce que vous avez des questions à poser?
J'ai l'impression que je vous ai assommé. C'est compliqué, hein, très intéressant, mais bon, malheureusement, le son, il n'y avait pas beaucoup de son. Ah, je comprends. J'arrivais pas à tout. Peut-être vous pouvez donner un mot d'évaluation sur à la fois l'aspect technique qui était mauvais, nous faire un retour, et puis sur le fond, est-ce que les éléments qui ont été présentés vous sont utiles, vous seront utiles? Et sur quel point? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez que M. Bonafé-Schmitt, dans une prochaine rencontre en webinaire, développe particulièrement? Moi, j'ai une suggestion à vous faire, mais il faut qu'il y ait une demande. Hein. S'il n'y a pas de demande, c'est pas intéressant. Pour ça, on va profiter un peu que vous soyez présent ici. Vous pouvez toujours vous manifester par le chat, hein, donc à côté. Je vous ai parlé rapidement de l'ingénierie de la médiation. Alors, je ne voudrais pas aussi, comment dire, parasiter vos formations et le travail fait par vos structures et vos employeurs, mais vous pouvez toujours en parler, hein, le proposer. Et puis, en termes de formation pour vous, c'est pas mauvais aussi. On ne cherche pas du tout à brouiller les repères, hein, que vous avez vous-même. Cette idée d'ingénierie sur l'imitation du rôle de médiateur, je répondrai. Hein. Mais simplement, donc, très rapidement, l'ingénierie de la médiation, c'est vous donner peut-être des compétences pour pouvoir, dans les quartiers où vous intervenez, notamment dans les écoles, on peut commencer à l'école primaire parce qu'elle est plus simple, donc de vous former un peu à la médiation parce que vous l'êtes déjà, mais à l'ingénierie de médiation, c'est de mettre en place des dispositifs de médiation dans les écoles. Alors, c'est pas facile de rentrer dans une école parce que il y a aussi, excusez-moi, donc des résistances. Hein, je vous ai parlé pour vous tout à l'heure des magistrats, des assistantes sociales, etc., des interprètes et d'autres. Là, il y a les enseignants, hein, qui vivent assez mal le fait que les médiateurs, donc les élèves deviendraient des médiateurs parce qu'ils sentent qu'il y aurait peut-être une possibilité de remise en cause, vous voyez, des notes et autre chose, une contestation un peu du travail fait par les enseignants. Donc, c'est pas évident, vous voyez, même si on dit que les conflits qui vont être gérés, c'est les conflits entre élèves, il y a une vision quand même, il y a, vous voyez, des résistances qui sont assez fortes dans les établissements scolaires, y compris même de l'infirmière, par exemple, ou de la santé sociale aussi, qui dit, mais nous, on fait ça aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de résistance à lever. Ensuite, après, il y a une méthodologie d'intervention qui est particulière, hein, de comment on forme des élèves, comment on les forme, parce que c'est quand même soit des préadolescents ou des adolescents. Donc, il y a tout un travail. Et après, il y a le suivi qui doit être fait aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'y réfléchir, quoi. Et ça, c'est un travail que je considère, c'est pour ça que quand je vous parlais de master tout à l'heure, ben, on n'est pas obligé de faire ça dans le cadre d'un master, mais des masters maintenant qui se mettent en place d'ingénierie de la médiation, notamment donc au Luxembourg, parce que je sais que c'est proche de chez vous, donc vous pouvez toujours aller voir là-bas. Donc, et puis, donc, pour ceux qui, malheureusement, parce que c'est toujours pareil, il faut avoir les diplômes requis, mais sachez qu'il y a la validation d'acquis d'expérience et il y a des possibilités aussi de formation donc plus courtes aussi sur des domaines plus précis et de vous donner quelques pistes peut-être pour vous intéresser. C'est vrai que c'est pas à travers un webinaire qu'on va devenir faire de la excusez-moi, de la ingénierie de la médiation, mais ça vous donne quelques idées de ce que ça peut être et peut-être après de regarder vous autour de vous pour vous former ou demander à ce que ce soit une activité qui puisse être développée dans vos activités, donc sur le terrain. Voilà. Alors, j'avais une question, je regarde un peu. Moi, j'en ai une là par rapport à ce qui s'écrit. C'est par rapport s'il y en a encore. Oui, je vois la limitation du rôle de médiateur. C'est vrai que c'est très difficile à un moment donné de savoir quelles sont les limites d'intervention parce qu'il ne faut pas que, vous voyez, on soit dans un acharnement aussi à un moment donné et qu'il faut
savoir à un moment donné arrêter une médiation, quelle qu'elle soit, aussi bien du côté donc de la personne qui veut saisir que de l'institution. Une des grandes difficultés dans la médiation sociale, c'est que parfois on n'a qu'une personne, hein, soit l'institution ou soit l'individu. Donc, et le lien est à faire. Et c'est là qu'on s'aperçoit, c'est un peu les limites. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut qu'il y ait intercompréhension, il ne faut pas qu'à travers le médiateur, vous vous sentiez manipulé par l'une des parties, quel qu'il soit, aussi bien par l'usager que par l'institution. Et c'est pour ça que moi, les chartes de médiation sociale, vous voyez, sont importantes pour préserver cette notion à la fois donc d'impartialité, d'indépendance, mais aussi la confidentialité. Moi, j'ai discuté avec des médiateurs sociaux lors d'un colloque justement où il y avait un échange entre la police et puis un responsable de structure, et on sentait que vous voyez, la police disait mais il faudrait qu'on travaille en confiance et que vous nous donniez des informations. Vous voyez, donc il y a ce côté à un moment donné où il faut préserver les interventions des uns et des autres. Il y a une confidentialité, il y a un secret professionnel et il faut le revendiquer. Et c'est pour ça que parfois il y a aussi donc des risques et je crois que ce qu'on appelle un peu les clauses de conscience, hein, aussi, vous savez, ça existe pour les journalistes, mais ça peut aussi exister pour les médiateurs. En tout cas, moi, je serais assez favorable de pouvoir l'indiquer, de pouvoir, ça peut se faire, quoi. C'est pour ça que c'est jamais simple. Et moi, les programmes de formation me paraissent importants. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que moi, je persiste, même s'il y a des diplômes, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Les contenus, pour le moment, à mon point de vue, hein, je ne vais pas me porter comme tout seul, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres chercheurs qui ont la même opinion que moi. On sent quand même qu'il n'y a pas encore à travers la formation des créations d'une identité commune des médiateurs sociaux. Il y a tout un travail à faire encore. Je parle dans les contenus, je ne parle pas simplement dans les types de formation, quoi. Moi, je suis à votre disposition. Hein. Moi, j'ai du temps, donc, mais bon, je sais que vous, peut-être, vous avez pris par. Une dernière question là qui parce que oui, j'ai pas tout lu parce que moi je répondais. Qui disent que voilà. Ben, une simple question, la difficulté est pour un employeur nouvellement intégré dans le dispositif médiateur adulte relais et pour le médiateur de pouvoir s'intégrer dans un réseau d'acteurs sur un territoire en particulier. Et quelle est la manière la plus, on va dire, opérationnelle de rendre le médiateur acteur sur un territoire déjà bien structuré et constitué? Voilà, si vous avez un retour d'expérience là-dessus. Je cherche à peu près où est le… Vous m'avez entendu, Monsieur Bonafé-Schmidt, vous m'avez entendu, c'est ça? Oui, je vous ai entendu, mais je cherchais… Vous m'avez entendu? Oui, je cherchais la…